avec l'adresse web speakup.info et le code 34 271. Voilà. Donc, en effet, donc mon expertise est dans ce qu'on appelle la confiance numérique, qui va des aspects sociaux, avec l'analyse donc des réputations d'hommes politiques, d'entreprises, de produits ou de marques. Et ça, je l'enseigne en master journalisme et communication et dans certaines formations continues comme le CAS gouvernance de l'information et expertise web. Mais donc la confiance numérique, il n'y a pas seulement les aspects sociaux, bien entendu, il y a l'aspect technique, les aspects techniques. Et là, en fait, c'est ce qui va toucher tout ce qui est, par exemple, technologie de type blockchain, qui sont liées aussi aux crypto-monnaies. Et puis, donc là, par exemple, au niveau technique, il y a Facebook qui a lancé son association Libra, qui est une crypto-monnaie donc lancée par Facebook et puis d'autres membres. Et elle est basée à Genève. Donc voilà, donc ça va des aspects sociaux aux aspects techniques, puisqu'on a, c'est de la confiance, mais dans le monde numérique. Et si on parle du concept d'e-réputation, eh bien dedans, donc on a le mot réputation et l'origine de ce mot-là, il vient du temps des Romains, où il disait que donc la réputation, c'était en fait quelque chose de vulgaire, une opinion vulgaire, parce qu'il n'y avait aucune vérité dedans. Donc dans la réputation qu'on a dans le monde numérique, ça va être aussi la même chose. En fait, quand on parle de réputation, on ne sait pas forcément qui recommande ou qui dit qu'une personne a telle ou telle réputation. Si je demande par exemple à mon voisin qu'est-ce qu'il pense du plombier dans le bas du quartier, peut-être il va me dire il a une bonne réputation ou une mauvaise réputation. Mais on ne sait pas vraiment forcément pourquoi ou qui a dit qu'il avait une bonne en fait, les travaux de ce plombier avaient été bien faits. Y compris, par exemple, dans un article de journal, si on voit qu'il est écrit que telle personne a une mauvaise réputation, donc là, c'est écrit dans le journal, donc c'est déjà une source qui nous dit que cette personne-là a apparemment une mauvaise réputation, mais on ne sait pas forcément qui a dit ou sur quel fait la personne s'était reposée pour dire qu'il avait mauvaise réputation. Donc il y a toujours dans le domaine de la réputation un aspect où on va avoir une idée et un retour de cette opinion au sujet d'une personne ou d'une entreprise. Mais au niveau de qui, on ne saura pas l'identité de qui a dit ça. Donc sur le web, c'est pareil, on va trouver des informations sur une entreprise ou une entité, un homme politique ou une marque. Mais dans le web, en fait, il y a tellement d'informations que certaines fois, elles sont mises par diverses personnes dont on ne connaît pas l'identité. Ça peut être aussi des fois des robots, donc il faut toujours faire attention à ce qu'on voit sur le web. On parle de fake news, donc là, dans le domaine de l'irréputation, ça va être la même chose. On va toujours essayer de prendre du recul quand on voit des informations collectées avec ces outils. Donc, au niveau des Romains, quand on analysait la réputation d'une personne, donc on avait différentes facettes qui pouvaient être le savoir-être, le savoir-faire. On pouvait aussi avoir des diplômes, alors par exemple d'une université reconnue comme l'université de Genève. Et donc là, elle donne aussi de la crédibilité, encore plus de réputation à la personne qui l'a, puisque c'est une université connue. Bien entendu, si on montre un diplôme d'une université américaine à qui il suffit de payer 100 000 $ pour avoir un doctorat, par exemple, c'est sûr que ça peut donner ça a moins d'effet au niveau de la réputation. Et puis enfin, on peut avoir aussi de la réputation négative, c'est-à-dire que voilà, on peut avoir des fake news qui vont être propagées sur le web, disant qu'une personne a fait de mauvaises choses
Et puis, en fait, ça peut être des mensonges. Ce sont juste des rumeurs qui sont véhiculées pour essayer de diminuer la réputation de la personne. Donc, la réputation, en fait, on ne va pas être sûr, ce n'est pas quelque chose d'objectif. En fait, c'est en fonction des différentes sources à qui on va demander, des différentes données qu'on a trouvées sur le web, qui vont nous permettre de nous faire une idée, une évaluation de la réputation. Et comme en fait, ces informations qu'on a trouvées sur le web ou à qui on a demandé, ça dépend de notre réseau de contact. Chaque personne a un réseau de contact différent. Eh bien, on va avoir finalement une évaluation subjective et pas objective de la réputation. Et puis après, c'est pareil, il ne va pas être possible de vraiment dire, bah, eh bien, je veux avoir une réputation maximale. On va pouvoir essayer de faire des actions sur le web pour essayer d'influencer positivement la réputation. Euh, mais je veux dire, on n'est pas capable de tout contrôler sur le web. Il y a des informations qu'on ne pourra pas supprimer, effacer ou contrecarrer. Donc, voilà. Donc la réputation, finalement, l'irréputation, c'est la réputation qui est du monde physique qui est appliquée dans le monde numérique. Et on voit que cette irréputation, avec l'outil d'analyse de volume de Google, qui s'appelle Google Trends, on voit que jusqu'en 2008, ben en fait, c'était quelque chose, l'irréputation qui n'était pas très recherchée hein, dans le monde, ce n'était pas un concept ou un terme recherché. Et puis on voit que depuis 2008, on a une augmentation importante du volume de recherche de l'irréputation. Donc, c'est de plus en plus utilisé. Et c'est pour ça qu'on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut essayer de surveiller son irréputation dans cette courte séance. Voilà, donc l'irréputation, c'est la représentation numérique de la réputation. Et puis après, on parle souvent aussi de gestion d'irréputation, et ça peut être aussi, irréputation vient de électronique réputation, ou comme on disait, électronique commerce. Là, on va parler en français plutôt d'irréputation, mais en anglais, ils disent plutôt online reputation, donc réputation en ligne. Et souvent, en anglais, ils utilisent aussi le mot-clé online reputation management, ORM. Et puis, donc, on va voir que pour essayer d'influencer son réputation et de veiller à son réputation, on va devoir avoir une approche globale des médias connectés qui vont de ce qu'on appelle du référencement de la marque ou de la personne qui est le sujet de notre étude d'irréputation, à la mise à jour d'informations au sujet de cette marque ou de cette personne, l'analyse des personnes qui viennent voir cette marque ou cette personne sur ces sites web. Et donc, on essaye de prendre en compte tous ces différents pans des médias connectés pour ensuite les analyser et évaluer la réputation, l'irréputation d'une entité. Alors, on peut, comme j'ai dit, l'appliquer à des marques, des entreprises, des hommes politiques. Vous pouvez aussi l'utiliser pour vous, pour le personal branding. Vous-même, vous pouvez essayer de surveiller les réputations que vous avez en fait dans le monde numérique. Et puis, il y a aussi l'utilisation de l'irréputation, y compris pour les territoires. Là, on voit que, par exemple, il y a le Reputation Institute qui avait même fait un score d'irréputation pour les pays. Donc, on peut aussi appliquer l'irréputation, la veille d'irréputation au territoire, et on l'a appliqué assez souvent, je l'ai appliqué assez souvent, par exemple, pour le tourisme, pour surveiller ce qui est dit sur un territoire. Pour une entreprise, donc, bien entendu, si on est plus visible, on a une bonne e-réputation, c'est comme si on était un bon plombier dans le monde physique. On va être recommandé plus souvent. Si je demande à quelqu'un, voilà, est-ce que vous pouvez me recommander un bon plombier, si justement il est connu pour être bon dans le quartier, souvent il va être recommandé. Sur le web, c'est pareil. Quand en fait on ne demande pas à son voisin
quel est le bon plombier, mais on va demander en fait à Google, avec l'outil de recherche Google que vous avez l'habitude d'utiliser, le moteur de recherche, eh bien, il va vous donner des résultats. Vous avez l'habitude, quand vous cherchez sur Google, il vous liste des dizaines et dizaines de résultats, mais vous prenez en compte que les premiers. Et donc, si vous êtes bien positionné, ce qu'on appelle le référencement sur les moteurs de recherche, eh bien, vous aurez plus souvent, en fait, les gens vont cliquer sur le lien qui arrive et qui vous présente. Et donc, vous aurez plus de prospects. Et comme vous aurez plus de prospects, eh bien, il y aura, avec même un même taux de conversion, bah, vous aurez aussi plus de clients qui vont acheter potentiellement. Sur certains outils aussi, on a des badges d'e-réputation. On peut avoir un score entre 0 et 5 étoiles. Vous avez sûrement vu sur TripAdvisor ce genre de score. Sur eBay, c'est un badge de meilleur vendeur. Et aussi, en fait, si on a une bonne e-réputation, grâce à ces badges, en fait, pour le même produit, on peut vendre plus cher. Et là, il y avait une étude qui avait été faite par Johnston et qui montrait qu'avec un badge d'e-réputation, positif, eh bien, on pouvait vendre jusqu'à 8% plus cher le même produit sur eBay que si on n'avait pas eu ce badge. Ensuite, quand on va regarder, on va veiller sur le web ce qui est dit sur une marque ou une entreprise, eh bien, on va aussi améliorer finalement la couverture et la surveillance de ce qui se dit sur cette marque, cette personne ou ce territoire. Et donc détecter les rumeurs le plus vite possible. Et ce qui est important lorsqu'il y a une crise de communication, eh bien, plus on réagit vite, moins on va avoir normalement de problèmes, d'effets négatifs. Et donc là, ces outils qui veillent sur ce qui est dit sur la marque ou notre sujet d'étude il va nous alerter. Et donc, plus on est alerté vite, mieux on va pouvoir réagir encore plus vite à la crise et donc avoir moins d'effets négatifs. Et puis, même certaines fois, ça peut servir aussi à non pas valoriser le nombre de ventes, mais à valoriser, par exemple, une entreprise, parce qu'on va mettre des informations positives, et dans certains domaines de travail, il est difficile de recruter, et on va avoir des pages qui montrent que les personnes dans l'entreprise, il y a une bonne ambiance. Il y a même des scores d'e-réputation qui existent pour les entreprises. Par exemple, il y a l'outil Glassdoor qui est de plus en plus connu, qui permet de voir en fait quelles notes les collaborateurs des entreprises ont mis à cette entreprise-là. Donc, on va mettre en place des outils qui vont collecter des informations sur ce qui est dit sur le web et d'autres sources numériques sur l'entreprise, hein, si c'est notre sujet de travail, ou alors si c'est un homme politique, on mettra le nom de l'homme politique, puis on verra en fait quels résultats apparaissent. Et puis ensuite, on analyse les résultats. Ces résultats-là, si par exemple on se rend compte sur un certain forum, il y a beaucoup de critiques, eh bien, on va pouvoir diriger ces gens-là, diriger le support client pour répondre à ces critiques sur ces forums. Et puis aussi au niveau de la direction, on va pouvoir avoir des tableaux de bord qui nous indiquent en fait, par exemple, simplement à un niveau synthétique, l'évolution du score d'e-réputation. Alors ça peut être un certain nombre d'étoiles entre 0 et 5, mais ça peut être aussi un score entre 0 et 100. Et puis donc, il va évoluer entre, si on a une très mauvaise réputation, ça serait 0, et une réputation optimale qui serait 100. Donc là, en fait, il y avait, on va passer assez vite, mais il y avait en fait Nestlé qui avait eu dans les années 2010 un problème puisque en fait c'est Nestlé qui avait eu un problème puisque Greenpeace en fait avait fait une vidéo qui critiquait le fait que dans les produits KitKat, c'était de l'huile de palme non développement durable qui était utilisée. Et ils avaient dû donc réagir vite. Et là, c'est un exemple justement de crise des réputations. Donc, on va passer rapidement. Donc, quand on a une crise des réputations, on a ces outils. On va pouvoir mettre, par exemple, là, vous voyez, il y a un certain nombre de mots-clés qu'on peut mettre dans ces outils. Et puis, ils vont nous afficher, en fait, au cours du temps. En fait, là, vous voyez, pour Greenpeace KitKat, c'est en jaune. Palm Oil Campaign. On voit que lors du lancement de cette vidéo, on avait eu un pic de mentions. Et ensuite, on avait eu un autre pic de mention le 20 mai.
parce que là, en fait, Greenpeace avait gagné et Nestlé avait décidé d'arrêter d'utiliser de l'huile de palme qui ne provenait pas de forêts développement durable. On peut aussi avoir des analyses qualitatives, puisque là c'est plutôt quantitatif. Vous voyez là sur le côté gauche, en fait, ce sont des mentions qui sont plutôt très négatives, assez négatives, et puis à droite les positives. On voit que là, durant cette crise, on en avait beaucoup plus qui étaient négatives que positives. Alors, donc, les entreprises ont commencé à vraiment investir dans ces outils d'e-réputation. Ici, on voit ce qu'on appelle la salle d'e-réputation qui est à Vevey de Nestlé maintenant. Et en 2014, il y avait à peu près 20 collaborateurs qui s'occupaient de surveiller ce qui était dit sur l'e-réputation de toutes les marques de Nestlé. Et là, je voulais vous montrer en fait quand même un point, puisque notre séance est assez courte, mais vous voyez, donc en fait, on va pouvoir avoir un certain nombre d'outils qui nous permettent de faire de la veille sur notre marque, notre entreprise, ou même le nom de notre homme politique ou femme politique si c'est un sujet de ce type-là. Et je vais en fait arrêter celui-là. Je vais en fait partager un autre écran. Voilà, donc en fait, je voulais vous montrer un outil. Donc c'est l'outil qui s'appelle Talkwalker, talkwalker.com. Donc c'est un de ces outils de veille de réputation. C'est comme dans l'outil de moteur de recherche de Google où on va taper en fait une recherche. Donc par exemple, si notre recherche, notre sujet de veille de réputation, c'est Adidas, la marque Adidas. Oui, on peut mettre donc une recherche simple. On peut mettre aussi des opérateurs avancés, Alain, qu'on voit par exemple dans les formations continues. On voit comment on peut améliorer ces recherches. Donc, vous voyez, par exemple, si je voulais trouver tout ce qui était sur Adidas, mais qui n'avait pas, par exemple, le mot-clé chaussures, j'aurais dû taper ce genre de recherche. Bon, là, on fait une recherche simple. On n'a pas le temps d'aller dans le détail. Et vous voyez, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc là, vous voyez, c'est un outil gratuit. Alors, il va regarder sur les 7 derniers jours combien Adidas a de mentions, donc de résultats, c'est-à-dire que sur le web, qui a parlé de la marque Adidas. Et on voit que là, vous voyez, il y a 302 000 donc résultats, c'est-à-dire qu'il y a 302 000 tweets ou articles de presse en ligne ou sur les forums qui parlaient d'Adidas durant les 7 derniers jours. Et ces outils sont assez puissants puisqu'ils permettent, vous voyez, d'analyser 302 000 tweets ou articles de presse très rapidement avec un programme adapté. Ils estiment en fait combien était positif ou négatif. Donc, vous voyez, on peut aller dans le qualitatif avec ces outils-là. On peut voir le sentiment. Est-ce que plutôt dans ces 302 000 mentions, est-ce qu'elles étaient plus positives, négatives ou neutres? Et puis après, il y a des outils encore plus avancés, vous voyez, qui peuvent générer, par exemple, des nuages de mots-clés qui analysent, là, vous voyez, on va voir le résultat assez rapidement. Par exemple, tous les mots qui sont les plus importants dans ces 302 000 articles, eh bien, là, en fait, il est en train de les analyser, et puis plus le mot est écrit en gros dans ce nuage de mots-clés, plus en fait, c'est un mot qui a été souvent mentionné. Donc normalement, on va le voir. Vous voyez, donc bien sûr, on recherche Adidas, donc c'est Adidas qui apparaît le plus, quoi qui est le plus gros, ce qui est normal. Mais après, vous voyez, par exemple, il y a Max Fashion. Donc après, on pourrait cliquer sur le mot-clé et puis voir en fait quelles étaient les mentions, soit des tweets, soit des articles de presse, qui avaient ce mot-clé Max Fashion et Adidas. Et là, ensuite, vous voyez, on peut aller vraiment dans le détail. Donc là, par exemple, vous voyez, c'était des tweets. Promo discount Max Fashion. Donc, vous voyez, une fois que vous avez les résultats avec ces outils, on peut aller dans le détail et voir pourquoi, en fait, il y avait ces résultats-là. Ensuite, on peut aussi avoir des aspects démographiques. Donc, là, vous voyez, en fait, c'est toujours les 306 000 mentions. Hein. Bien, en fait, comme certains comptes Twitter, les gens, ils n'ont pas... ils ont permis, en fait, que les agrégateurs de publicité et de données de publicité sachent que
C'est par exemple plutôt des femmes ou des hommes, ou aussi ils ont partagé par exemple leur âge. Ça peut être aussi grâce à des analyses statistiques, hein. Vous voyez, en fait, on peut savoir par exemple que Adidas, apparemment, il y a plus de mentions par les gens de moins de 34 ans que, les gens plus vieux. Et puis, bon, c'est à peu près moitié homme, moitié femme. Euh, et puis après, aussi pour la géolocalisation, quand vous faites un tweet ou vous mettez des informations sur le web, par défaut, normalement maintenant, pour la protection de la vie privée, c'est pas partagé. Quoi, la géolocalisation n'est pas partagée, mais on peut choisir aussi de partager, de mettre des coordonnées GPS dans des photos qui sont prises à partir d'un smartphone. Et grâce à ça, en fait, ils sont capables aussi de dire, bah, voilà, par exemple, c'est aux États-Unis, vous voyez qu'il y avait 136 000 résultats, 136 000 mentions, alors qu'au Brésil, il y en avait 27 000. Ça vous permet de voir aussi en géolocalisation. Donc ça, TalkWalker, c'est un outil jusqu'à 7 jours qui est gratuit, que vous pouvez utiliser, donc qui peut vous permettre déjà de tester l'outil. Et puis après, bien sûr, si vous payez des abonnements, vous pouvez retourner à un an après et stocker toutes les données. Un autre outil plutôt que vous pouvez utiliser pour vous, c'est Google Alerts. Donc vous tapez google.com/alerts. Et là, par exemple, vous pouvez taper votre nom, prénom. Et vous voyez, vous pouvez dire, je vais créer une alerte. Et en fait, si quelqu'un mentionne votre nom, prénom sur le web et aussi sur YouTube, puisque en fait là, Google, il couvre YouTube, il couvre les pages web, les blogs, eh bien, vous recevriez un email. Vous voyez, donc là, par exemple, j'ai JM Seigneur, Jean-Marc Seigneur, je pourrais choisir en fait, que ce soit dans n'importe quelle langue, et dès qu'il y a un résultat, que je sois alerté. Donc là, vous pourrez l'utiliser justement pour vous, pour votre personal branding. Si vous n'avez pas d'homonyme, comme Roger Federer, par exemple, si vous ne appelez pas avec une personne qui donne trop de résultats, qui est trop connue, ici, ça vous permet d'être alerté si jamais quelqu'un un jour poste quelque chose sur vous et sans qu'il vous le dise. Voilà, donc 2 outils de veille des réputations. Et puis, je vais revenir sur les diapositives pour terminer. Alors, le PowerPoint, il est ici. Voilà, donc... donc ça, c'était... donc, on a vu des outils. Et après, bien entendu, il y a aussi il y a des méthodologies qu'on va utiliser pour faire des audits de veille des réputations. Ici, c'est donc 6 étapes clés qui, normalement, sont mises en place quand on fait une veille et audit des réputations pour une marque ou une entreprise. Donc là, on n'aura pas le temps de les voir en détail, mais en fait, finalement, l'idée, c'est de dire, eh bien, en fait, il y a le comité de direction ou le conseil d'administration qui veut mieux surveiller son réputation. Ils ont alloué un budget, parce que c'est stratégique, hein. Les outils, vous avez vu, il y en a des gratuits, mais bien entendu, 7 jours, c'est pas assez pour que ça soit vraiment professionnel. Donc, faut avoir un certain budget pour pouvoir avoir accès aux outils pendant toute l'année. Aussi, une personne qui va gérer ça, qui va faire l'audit et peut-être veiller sur cette réputation. Ensuite, on aura une introduction un petit peu plus longue que ce que vous avez vu là, mais pour leur faire comprendre justement qu'est-ce que l'irréputation, et comprendre aussi eux quels sont les mots-clés importants pour eux, quelles sont les marques les plus importantes, sur quelles recherches ils voudraient qu'on fasse cette veille des réputations. Et ensuite, une fois qu'on a ces mots-clés, on sait s'ils veulent vendre plus, s'ils veulent surveiller leur... s'ils veulent surveiller les rumeurs qu'ils pourraient avoir sur leur entreprise, eh bien, tous ces mots-clés-là, on va les mettre dans des outils, comme on a vu avec TalkWalker. Et puis là, on va faire une veille sur un peu plus, sur plus que 7 jours. Un an, c'est normalement la norme. Et puis, on va avoir des résultats.
Et en même temps, ces outils, une fois qu'ils sont configurés, ils tournent 24 heures sur 24. Ils peuvent alerter les collaborateurs de l'entreprise si il y a une crise qui commence, hein, soit par email ou voire même par SMS. Et puis, en fait, l'outil, une fois qu'il est configuré, il y a toutes les données qui sont stockées dedans. On peut revenir voir, voilà, est-ce que mon e-réputation, mon score s'est amélioré ou a diminué sur une période, qu'est-ce qui s'est passé. Sur TalkWalker, vous avez vu, on peut venir voir les détails. Il y a une autre plateforme, hein, et beaucoup d'outils. Là, je vous ai parlé de TalkWalker, mais il y en a d'autres. Dans les formations, on voit aussi comment sélectionner le meilleur outil pour sa cible clientèle. Si par exemple vous avez une cible clientèle qui est suisse, eh bien, il y a par exemple Argus Avenue, qui est une entreprise qui fait de la veille de réputation, y compris avant le web, hein. Elle existe depuis, je crois, plus de 100 ans, à Zurich. Et ben là, voilà, si votre cible c'est vraiment la Suisse, eux, ils sont vraiment spécialisés dedans parce qu'ils vont aussi faire le suivi de vos mentions dans les radios-télévisions suisses. Après, TalkWalker, vous voyez, eux, ils vont pas pouvoir regarder dans les radios-télévisions suisses, mais par contre, ils ont des outils d'analyse très poussés, ils font le monde entier. Avec des outils poussés. Donc, voilà, par exemple, TalkWalker, c'est plus si vous avez une marque au niveau mondial. Et puis, si c'est pour la Suisse, si vos cibles sont en Suisse, eh bien, vous allez plutôt utiliser Argus Agno. Voilà, donc je crois que le temps de ma session est bientôt terminé. Merci beaucoup, Jean-Marc Seigneur, pour cette présentation passionnante et presque inquiétante. On a eu une question pendant votre présentation qui demandait quel était l'outil qui a fourni les données qualitatives dans le cas de Nestlé. Alors, c'est un outil, c'était Alterian SM2. Il y a à peu près 200 entreprises qui ont des offres dans ce domaine-là. Alterian a été racheté. Mais par exemple, moi, je recommande, si c'est une cible mondiale, TalkWalker, c'est un des plus puissants à l'heure actuelle, quoi. Donc, en fait, il aurait les mêmes résultats. Vous avez vu, en fait, on peut avoir les mêmes résultats qu'on a vu dans l'analyse de Nestlé avec TalkWalker, bien entendu. Voilà, merci beaucoup pour cette réponse. Une deuxième question. Quel serait le budget annuel à allouer à la veille de l'e-réputation sous forme d'outils et de personnel? Est-ce que ça vaut Ouais. la peine pour une PME en Suisse? Alors, en fait, oui, ça vaut toujours la peine, je pense. Après, justement, vous pouvez moduler. Euh, Souvent, les outils, plus vous avez de mentions, plus vous avez de volume de données qui sont récoltées, plus eux, ça leur demande de la place à stocker, et donc plus ça va être cher. Mais pour une PME, en fonction du nombre de mentions que vous avez aussi, donc si vous faites beaucoup de communication, vous aurez beaucoup d'articles dans la presse et on parlera beaucoup de vous. Mais pour une PME, c'est peut-être pas forcément le cas. Donc je pense qu'avec au niveau des outils, avec un budget de 5 000 francs, ça peut être déjà un bon départ, 5 000 francs à l'année, hein. Et puis après, ça dépend au niveau des collaborateurs. Pour une PME, vous pouvez commencer par un 20%, par exemple, puisque les outils, vous voyez, une fois que vous avez configuré les outils, ils vont récolter des données, puis après, vous pouvez faire des points tous les mois. On vous rappelle que vous pouvez continuer à poser vos questions sur le Speak Up. On va vous remettre à l'écran la slide avec le lien et le code. Monsieur Seigneur, est-ce que vous remettriez la slide que vous aviez au début de votre... Ah oui, je vais ressortir. Voilà. Voilà. Donc, à travers le QR code ou le site web avec le code 34271, vous pouvez continuer à poser vos questions. Et je sais qu'il y a un petit décalage éventuel entre le temps où nous parlons et le temps où la question va apparaître. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot, Monsieur Seigneur, dans ce petit laps de temps ou...
Ben, écoutez, Peut-être qu'on peut montrer remettre la première slide où il y avait les différents programmes formation continue. oui, voilà, ouais. Bah, c'est sûr, après, voilà, pour aller vraiment dans le détail, au niveau méthodologique, bah, c'est ce qu'on voit voilà, dans le cas, par exemple, gouvernance de l'information ou expertise web. Expertise web, ça va être plus un peu lié encore plus au niveau digital marketing. Gouvernance de l'information, on regardera plus au niveau aussi légal et protection de la vie privée, parce que justement, bien, vous voyez, ces outils, ils servent aussi à surveiller donc des entreprises, mais on peut l'utiliser, comme vous avez vu, sur des gens aussi. Donc, on peut aussi avoir des attaques. Dans la gouvernance d'information, on a aussi tous les aspects sécuritaires. Et donc, vous voyez, bah, par exemple, ce qui se passe, c'est que des fois, une entreprise va essayer de dévaloriser ou de dénigrer des produits concurrents en achetant des robots qui vont mettre des fausses informations ou des faux avis sur les produits concurrents. Et bah, là, ces outils de veille peuvent nous servir à détecter ces genres d'attaques et puis à mieux y répondre. Passionnant, il y a vraiment de quoi faire et c'est pas évident effectivement à avoir tout en maîtrise, même si les outils se développent et les compétences pour le faire également. Je crois Oui, on va terminer maintenant. Vous pourrez toujours avoir accès aux questions par ailleurs et j'encourage tout le monde à consulter les brochures de ces programmes qui sont maintenant disponibles sur le stand. Est-ce que je me trompe? Vous me corrigez si je me trompe, sur le stand informatique et technologie oui, c'est ça, ouais, ça s'appelle, de c'est la ce stand-là. plateforme Oui. des Digital Day. Ah voilà, encore une dernière question qui vient de nous parvenir. La notion de confiance est-elle en train d'évoluer selon vous? Oui, tout à fait. Donc moi, en fait, aussi, après, parce que j'enseigne, mais après, on fait beaucoup de recherches sur les aspects sociaux et techniques de la confiance. Et donc, la confiance évolue toujours. Justement, là, vous voyez, là, si on voit dans mes diapos, je crois que vous voyez Libra, hein, qui était la crypto-monnaie de Facebook. Facebook s'y est assez mal pris pour lancer cette crypto-monnaie. Il aurait peut-être dû non seulement techniquement voir comment on pouvait améliorer la confiance pour faire des transactions bancaires comme ça, de crypto-monnaies comme ça, mais aussi prendre les aspects sociaux en compte. Euh, et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été assez arrogants et puis finalement, tous les régulateurs du monde, ils ont essayé de bloquer le projet. Donc pour l'instant, en fait, Libra, bon, est toujours en cours, mais il n'est pas sorti. Très bien, merci pour ces précisions. Je vous remercie encore une fois, Jean-Marc Seigneur, pour votre Merci à vous aussi.